Secote. 5 lettres. Une structure en béton au milieu de nulle part au Salvador, qui représente le système d'incarcération le plus extrême existant aujourd'hui sur la planète. Imaginez vous réveiller dans une cellule sans fenêtre, avec plus de 200 hommes, la lumière allumée 24 heures sur 24, sans savoir quand vous sortirez, sans savoir si vous sortirez un jour, sans accès à un avocat, sans condamnation formelle, sans limite de temps. C'est ça le Secote de l'intérieur. Et cette vidéo va vous montrer comment il fonctionne, qui est réellement enfermé là-dedans, ce qui arrive à l'esprit de ceux qui y entrent, et ce qu'il faut savoir pour sortir en un seul morceau d'un environnement conçu pour briser n'importe qui. Qu'est-ce que le SECO et pourquoi le monde a été choqué? Le centre de confinement du terrorisme du Salvador a été inauguré en 2023 avec une capacité annoncée de 40 000 détenus. À titre de comparaison, la plus grande prison de France a une capacité d'à peine quelques milliers de places. Dans un seul complexe gigantesque, construit sur un terrain désolé à l'intérieur du pays, 8 mégablocs ont été érigés. Chaque bloc comporte des cellules circulaires où les détenus s'entassent. Des caméras couvrent chaque angle. Des gardes armés patrouillent dans les couloirs. Le silence forcé est la règle de fonctionnement de base. Nayib Bukele a lancé le CECOT en réponse à des décennies de domination des gangs Mara Salvatrucha et Barrio 18. Des gangs qui contrôlaient des territoires entiers, appliquaient une extorsion systématique, recrutaient des enfants de force et maintenaient des taux d'homicide parmi les plus élevés de la planète. En 2022, le Salvador a décrété l'état d'urgence après un week-end marqué par 87 homicides. Cet état d'urgence a suspendu les droits civils de base. Toute personne avec un tatouage suspect, un historique associé au gang ou simplement dénoncé par un voisin pouvait être arrêtée sans mandat d'arrêt, sans avocat et sans délai de détention limité. En quelques mois seulement, plus de 70 000 personnes ont été arrêtées. Une partie d'entre elles est partie directement pour le Secote. Le choc international est survenu lorsque les premières images ont fait surface. Des rangées de détenus au crâne rasé, torse nu, les mains derrière la tête, étant traités à la chaîne dans des couloirs en béton. Des images qui semblaient dystopiques, mais qui étaient totalement réelles. L'intérieur. À quoi ressemble une journée au SECO? Il n'y a pas de fenêtre. C'est le tout premier détail que chaque témoignage mentionne. Vous ne savez pas s'il fait jour ou nuit. Vous ne savez pas s'il pleut ou s'il fait un soleil de plomb dehors. Le seul marqueur du temps est la stricte routine imposée par les gardiens. À 5 heures du matin, les lumières, qui ne s'éteignent jamais complètement, deviennent plus intenses. C'est le signal du réveil. Les détenus se lèvent en silence. Tout bavardage excessif entraîne des représailles immédiates. Le contrôle ne se maintient pas seulement par la force physique directe. Il se maintient par la peur constante qu'elle puisse être utilisée. Les repas se prennent à tour de rôle. La nourriture, décrite par d'anciens détenus et des organisations de défense des droits humains, est insuffisante et monotone. Du riz, des haricots et un minimum de protéines. Juste assez de calories pour maintenir le corps fonctionnel. Rien de plus. Il n'y a pas de véritable cours. Les détenus restent dans leurs cellules presque tout le temps. Aucune activité physique organisée, aucune bibliothèque, aucune stimulation éducative d'aucune sorte. Le silence est l'arme principale du système. Le Secote a été conçu pour détruire toute structure hiérarchique de gang. Les leaders de la Mara qui avaient un pouvoir de vie ou de mort à l'extérieur ne sont qu'un numéro au Secote. Ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas diriger, ils ne peuvent pas s'organiser. Des organisations comme Amnesty International et Human Rights Watch ont documenté des récits de torture, de morts dans des circonstances inexpliquées et l'emprisonnement de personnes sans lien prouvé avec des gangs. Le gouvernement salvadorien nie ces accusations et présente le CECOT comme un modèle pour la sécurité publique. Le débat féroce entre ces deux versions est ce qui fait du SECO l'un des expérimentations pénales les plus controversées de notre siècle. La psychologie de l'incarcération extrême. Si vous y étiez jeté, votre ennemi numéro 1 ne serait pas un autre détenu. Ce serait l'environnement lui-même. Les études sur l'isolement et le confinement extrême montrent qu'après 72 heures sans stimulation sensorielle variée, le cerveau commence à inventer des stimuli artificiels.
légères hallucinations, distorsion du sens du temps, paranoïa progressive. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la neurobiologie pure. L'absence de fenêtre entraîne ce que les chercheurs appellent la désynchronisation circadienne. Votre horloge interne perd ses repères. Le sommeil et l'éveil commencent à se confondre. L'humeur devient instable. La capacité à prendre des décisions s'effondre. Le bruit de fond constant est aussi un facteur invisible. Des centaines de détenus dans des espaces clos génèrent un bourdonnement continu qui empêche tout repos cognitif profond. C'est l'exact opposé de ce dont le cerveau a besoin pour fonctionner correctement. La perte d'identité est le coup le plus profond. Crâne rasé, aucun vêtement personnel, aucun nom, juste un numéro. Il s'agit d'une technique de dépersonnalisation historiquement utilisée dans les environnements de coercition. Lorsque vous perdez les marqueurs externes de votre identité, vous commencez inévitablement à perdre également votre cohésion interne. Ce que les témoignages de survivants de longs confinements montrent comme étant le plus efficace pour garder la raison, c'est de se créer une routine interne, même lorsque l'environnement n'en offre aucune. Compter mentalement, se lancer des défis intellectuels, maintenir un monologue interne structuré. Le cerveau survit lorsqu'il trouve un modèle, même s'il doit le construire à partir de zéro. Savez-vous qui est réellement enfermé là-dedans? Dans la prochaine séquence, vous aurez la réponse, et elle risque fort de vous surprendre. Qui est réellement là-dedans? Le discours officiel est très direct. Le SECOT est fait pour les terroristes. Les membres de gangs qui ont détruit le Salvador pendant des décennies. La réalité documentée est bien plus dérangeante. Des organisations indépendantes ont confirmé que parmi les dizaines de milliers de personnes arrêtées pendant l'état d'urgence, il y a un nombre important d'individus sans aucun lien avéré avec les gangs. De jeunes hommes arrêtés pour avoir le mauvais tatouage. Des hommes arrêtés parce qu'un voisin rancunier les a dénoncés. Des travailleurs agricoles qui vivaient sur un territoire de gang et ont été confondus avec des membres. L'état d'urgence a supprimé les protections juridiques qui séparent normalement un suspect d'un coupable. En temps normal, dans un état de droit, vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire. Avec l'état d'urgence salvadorien, la charge de la preuve a été inversée. Cela a réuni dans le même espace, soumis au même traitement, aussi bien des tueurs au lourd passé criminel que des individus qui étaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment. La différence entre ces deux groupes à l'intérieur du SECOT est nulle. Un traitement identique. Un accès à la justice tout aussi bloqué. Les familles des détenus racontent avoir passé des mois sans la moindre information, ne sachant même pas si leurs proches étaient morts ou en vie. Ce n'est pas une analyse politique pour dire ce qui est bien ou mal. C'est simplement ce qui se produit lorsqu'un système pénal opère sans la moindre supervision indépendante. Si vous pensez vraiment que cela ne pourrait jamais arriver dans votre pays, la prochaine partie va vous faire réfléchir à 2 fois. Comment le Salvador en est arrivé là? Pour bien comprendre le SECOT, il faut comprendre ce que le Salvador a traversé avant. La MS-13 n'est pas née au Salvador. Elle est née aux États-Unis, dans les communautés d'immigrés salvadoriens de Los Angeles dans les années 80. Quand les États-Unis ont expulsé massivement les membres de gangs dans les années 90, ils sont arrivés dans un pays ravagé par la guerre civile. Pas d'infrastructures policières, pas d'aide sociale, et des dizaines de milliers de jeunes sans aucune perspective d'avenir. Le terreau était parfait. Dans les années 2000, les gangs contrôlaient des quartiers entiers. L'extorsion systématique frappait les commerçants, les bus et les taxis. Recrutement forcé des enfants dès l'âge de 12 ans. Exécution publique en guise de démonstration de pouvoir. En 2016, le Salvador avait le taux d'homicide le plus élevé au monde en dehors des zones de guerre déclarées. 60 morts pour 100 000 habitants. Dans des pays occidentaux, on parle d'à peine 1 ou 2 pour 100 000. Les gouvernements précédents ont tenté de négocier. Ils ont échoué. Ils ont essayé la répression policière classique. Ils ont échoué. La situation semblait totalement inextricable dans un cadre normal. Bukele a fait un pari tout à fait différent. Détruire structurellement la capacité d'organisation des gangs, même si cela impliquait de suspendre les garanties constitutionnelles pour une durée indéterminée. Les résultats concernant la chute des homicides sont réels et spectaculaires. Le Salvador affiche désormais l'un des taux d'homicide les plus bas d'Amérique centrale.
Le coût en matière de droit civil est également très réel. Et ce coût porte un nom de 5 lettres. Le modèle SECO est-il copié ailleurs? Entre 2024 et 2025, l'expérience salvadorienne a cessé d'être une préoccupation strictement régionale pour devenir une véritable référence politique dans d'autres pays. Le Honduras a durci ses propres mesures d'exception. L'Équateur, face à une grave crise dominée par les cartels, a mis en place l'état d'urgence et créé des structures similaires. Aux États-Unis, le modèle de Bukele a été cité nommément par de hauts responsables au cours de débats sur les gangs comme la MS-13 et le Tren de Aragua. L'attrait repose sur une logique très simple. Ça marche de manière immédiate en termes de chiffres. Cela permet de retirer de la circulation un volume massif de criminels violents en un temps record. Le problème repose sur une logique tout aussi simple. Les systèmes sans organes de contrôle indépendants commettent des erreurs irréversibles. Quand vous enlevez l'avocat, le juge et la notion de délai, vous supprimez les mécanismes mêmes censés corriger les erreurs inévitables de tout système conçu par des humains. Et les erreurs du CECOT ne sont pas de simples amendes. Ce sont de véritables vies humaines. Les criminologues avertissent également que recourir aux super-prisons sans aucun système de réinsertion ne soigne pas la racine du problème. Les gangs amputés de leurs membres finiront par en recruter de nouveaux. La cause structurelle de fond, c'est-à-dire l'absence cruelle d'opportunités pour la jeunesse délaissée, reste quant à elle globalement intacte. Le SECOT a peut-être transfiguré le Salvador à court terme, mais ce qu'il adviendra à la fin réelle de l'état d'urgence reste à l'heure actuelle une énorme question sans réponse. Que deviennent ceux qui entrent et ne sortent jamais? Certains hommes au SECO n'ont pas de date de libération. Ils n'ont pas été formellement condamnés en vue de purger une peine déterminée. L'état d'urgence a tout simplement aboli tous les délais en lien avec la justice. Cela a créé ce qui s'apparente à une situation inédite dans l'hémisphère ouest pour notre époque. Un emprisonnement de masse pour une période indéterminée sans qu'aucun jugement n'ait été formellement prononcé. Les récits des proches parvenus à arracher des informations dressent le portrait de deux profils. Ceux qui s'accrochent à leur dernière barrière mentale et ceux qui se sont totalement effondrés. Ce qui différencie ces deux groupes, ce n'est pas uniquement leur force physique, c'est leur pilier identitaire émotionnel le plus profond. Ceux qui tiennent le coup se rattachent généralement à ce qui les ancre en dehors de leur vie actuelle. Leur foi et leur religion, un devoir vis-à-vis de la famille, le sens inébranlable de leur propre vie. Quelque chose de bien plus vaste qu'une simple cellule en béton. Ceux qui sombrent complètement sont le plus souvent les personnes dont la constitution de leur être reposait entièrement sur des critères extérieurs et sociaux. L'image aux yeux des pairs, la hiérarchie au sein d'un groupe, l'approbation sociale. Si vous effacez absolument, purement et simplement ce socle environnemental, un tel individu ignore en profondeur qui il est vraiment. S'agissant des détenus dont l'incarcération repose sur de simples erreurs judiciaires d'interpellation, c'est bien pire. Il n'existe à l'intérieur aucune aide possible, ni aucun code d'alliance ou protection. Vous êtes totalement lâché en solo absolu parmi d'anciennes bandes extrêmement rodées et hyper protégées organiquement. La véritable question pour rester en vie ne commence pas par avoir de gros muscles. Tout est d'abord dans le mental. Bukele. À qui faire confiance? Nayib Bukele détient un taux d'approbation interne de plus de 80% au Salvador. Pour une grande partie des Salvadoriens de tous les jours, il est l'homme qui a rendu les rues au peuple. Parler du SECOT en France ou en Europe provoque souvent des réactions horrifiées. Mais parler du SECOT au Salvador, avec des personnes qui ont perdu des enfants, des frères et des parents à cause des gangs pendant des décennies, génère souvent une réaction très différente. Avant, je ne pouvais pas ouvrir la fenêtre de chez moi par peur. Maintenant, mon fils va à l'école à pied. Ce type de récit est réel et largement documenté. Les deux groupes disent la vérité. C'est exactement cette complexité que les récits trop simples sur le SECOT ont tendance à ignorer. Bukele a été réélu en 2024 avec un score écrasant. Selon la constitution originale du Salvador, la réélection était totalement interdite. La Cour suprême a révisé l'interprétation. Bukele a tout de même continué.
Les experts en démocratie classent cela comme de l'autoritarisme, indépendamment de sa popularité. Quand une démocratie retire les freins qui limitent le pouvoir de ses dirigeants, même avec de bonnes intentions, elle établit une structure disponible pour tout futur leader, avec n'importe quelle intention. Le sécote est un résultat et un instrument en même temps. Le résultat de décennies de violence. Et l'instrument d'un État qui, pour résoudre la violence, a choisi de supprimer les protections créées précisément pour les moments de pression extrême. Si vous y étiez, 5 principes de survie mentale. Si vous vous réveillez demain dans une cellule du sécote, quels principes augmenteraient vos chances d'en sortir entier? Principe 1. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler maintenant. Ne dépensez pas d'énergie mentale à lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer en ce moment précis. Un esprit en guerre contre la réalité épuise les ressources cognitives dont vous aurez besoin pour les décisions qui comptent vraiment. Principe 2. Créez une structure là où il n'y en a pas. Même sans montre, choisissez une heure mentale pour vous réveiller, pour réfléchir, pour faire de l'exercice. Votre routine interne est votre point d'ancrage contre l'effondrement mental. Principe 3. Maintenez une connexion avec l'extérieur. Pensez à de vraies personnes. Visualisez des endroits spécifiques. Non pas avec une nostalgie paralysante, mais comme un exercice de mémoire qui vous rappelle qui vous êtes au-delà de cet espace. Principe 4. Gardez un respect neutre avec tout le monde. Dans un environnement confiné, chaque ennemi que vous vous faites est un risque prolongé. Ni soumission, ni confrontation inutile. Seulement une neutralité respectueuse. Principe 5. Préservez votre voix intérieure analytique, celle qui observe, évalue et planifie encore. Pas celle qui se lamente. Tant que cette voix est active, vous continuez de fonctionner. Les survivants des camps de concentration historiques et de captivité prolongée décrivent une division interne qui les a maintenus en vie. Le moi qui subit ce qui arrive et le moi qui observe et reste intact. Cultiver cette division n'est pas une dissociation pathologique. C'est de l'adaptation consciente. Ce que le SECO révèle sur le monde dans lequel nous vivons. Le SECO n'est pas juste une anomalie dans un petit pays. C'est le symptôme d'une tendance plus large qui gagne du terrain dans plusieurs nations de façon simultanée. Lorsque les systèmes de sécurité publique échouent pendant trop longtemps, la demande populaire pour une solution radicale croît jusqu'à devenir démocratiquement irrésistible. Le Salvador a atteint ce point de rupture en 2022. D'autres pays sont plus proches de ce point de bascule que la plupart ne le réalisent. Ce que le sécote nous apprend n'est pas juste une leçon sur le Salvador. C'est une leçon sur ce que les sociétés sont prêtes à accepter quand la peur surpasse leur tolérance pour la complexité. La sécurité et la liberté ont toujours été en tension. À chaque fois qu'une société choisit un extrême, elle paie le prix de l'autre. Le défi n'est pas de choisir simplement entre les deux. L'enjeu est de comprendre exactement où se trouve la ligne avant de la franchir sans s'en rendre compte. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que la sécurité publique a une réponse facile. Parce que ce sujet est l'exact opposé de cela. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque semaine, vous comprenez ce qui se passe dans les environnements les plus extrêmes du monde. Et vous comprenez pourquoi.